Здравейте! Това е поредният епизод на подкаста на София Арт Институт. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Sophia Art Institute. Nous sommes aujourd'hui à Helicon Art, l'espace culturel de Sophia Art Institute, un lieu où se déroulent de nombreux événements passionnants, souvent consacrés à la musique classique, mais pas exclusivement. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui une brillante flûtiste française qui est en résidence à Sofia cette semaine, à l'invitation de Sophia Art Institute. Sandrine François est professeure au Conservatoire de Strasbourg et flûte solo de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Au cours de cette semaine, elle a travaillé avec de jeunes musiciens bulgares. J'ai hâte qu'elle nous parle de ses premières impressions après cette rencontre avec ces jeunes talents. Sandrine, c'est un immense plaisir de vous recevoir à Sofia. Ce fut également un véritable privilège d'assister à votre travail avec ces jeunes musiciens bulgares. Comment vous sentez-vous ici? Merci pour votre invitation. Je suis vraiment très contente d'être à Sofia cette semaine et je me sens vraiment très bien après ces 2 jours de cours ici avec les étudiants et l'ambiance, la bonne ambiance et le bon travail que nous avons pu effectuer. Le niveau est excellent et nous avons vraiment travaillé très dur pour pouvoir faire un concert ce soir, un très beau concert. Et j'ai vraiment hâte de jouer ce soir avec les étudiants et leurs retours me font chaud au cœur parce qu'ils sont très attentifs et ils ont l'air très heureux d'être là. Est-ce la première fois que vous participez à un projet de ce type? Une masterclass ou un atelier où vous ne vous contentez pas d'enseigner et de guider les élèves et les étudiants, mais où vous jouez également avec eux? Cela me semble particulièrement exigeant. Il faut rester concentré pendant de longues heures, tout en jouant de la flûte presque sans interruption. Nous, les pianistes, savons que nous pouvons jouer pendant un nombre d'heures presque illimité, même 20 heures par jour. Mais avec la flûte, c'est tout autre chose. Alors, je ne pense pas que la flûte soit un instrument plus difficile à jouer que le piano sur la durée. Plusieurs heures par jour, les pianistes travaillent au moins quelques heures par jour également, donc ça, il n'y a pas de problème. Et je suis très contente, moi, de passer ces heures à jouer avec les étudiants, mais effectivement, c'est ma première fois, puisque d'habitude, je fais des masterclass et je ne joue pas, ou alors je fais un récital avec un pianiste professionnel, mais je n'ai pas l'habitude de jouer avec les étudiants comme cela. Mais je trouve l'expérience formidable, vraiment, parce que justement, ça permet aux étudiants d'être guidés musicalement directement, sans parler, la musique parle, et puis en même temps, moi, ça m'apporte beaucoup de donner des conseils ou de montrer plus en jouant, de communiquer encore plus en jouant. Et je trouve que pédagogiquement, c'est une très très bonne idée et à l'avenir, je vais le faire plus souvent. Dans ce projet, vous jouez en quelque sorte le rôle d'une chef d'orchestre. Une chef qui ne se contente pas de guider les étudiants dans leur interprétation, mais qui participe également à l'exécution musicale. À mon sens, c'est une expérience d'une immense valeur pour tous ces jeunes musiciens. Non seulement parce qu'ils apprennent énormément à votre contact et grâce à vos conseils, non seulement parce que vous avez enrichi leur répertoire en leur faisant découvrir de nouvelles œuvres, mais aussi parce que jouer aux côtés d'une musicienne de votre niveau est une expérience qu'ils n'oublieront certainement jamais. Alors c'est vrai que j'ai l'habitude de dire que la flûte est comme une baguette de chef d'orchestre et je m'en sers pour diriger, mais en fait ça c'est une blague, mais quand je joue, j'essaye toujours de montrer rythmiquement ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai un jeu qui est très physique. Alors je ne bouge pas dans tous les sens, mais j'essaye de montrer aux étudiants
et à mes partenaires de musique de chambre. Les étudiants actuellement, je les considère comme mes partenaires de musique de chambre, bien sûr. Et j'essaye de montrer physiquement, en tout cas, la pulsation, les ritenuto, tous les changements de tempi, en tout cas, je les montre. Et la flûte permet ça, puisque c'est un instrument qui permet d'être très libre, qui permet même aussi de marcher en jouant. D'ailleurs, je m'en sers souvent de la marche. Par exemple, je joue souvent par cœur des choses et je me promène. Enfin, on peut faire de la spatialisation avec la flûte. Ça, c'est assez formidable. Et pour cette expérience ici, j'ai essayé de concocter un programme avec des œuvres très différentes, de différents horizons. C'est-à-dire que le programme va de Beethoven à Guillaume Connaisson. C'est-à-dire vraiment un programme qui part de la musique classique, romantique, jusqu'à la musique contemporaine. Et effectivement, j'ai quand même trouvé quelques pièces de musique contemporaine accessibles musicalement aux étudiants, même si la pièce de Guillaume Connaisson est extrêmement difficile pour le violoncelle, mais j'ai vraiment trouvé une violoncelliste de 15 ans d'un niveau incroyable et qui est capable de la jouer. Ça, c'est absolument formidable. Voilà, donc je trouve que pour cette première expérience, le programme est très varié, très très beau. Et il aborde même aussi la musique classique jazz avec un compositeur comme Raymond Guyot, qui était quelqu'un que je connaissais très bien, qui était comme mon père et qui est malheureusement décédé le 11 juillet dernier. Et il a écrit beaucoup de musique en tant que grand flûtiste, pianiste et également grand pédagogue, mais compositeur et jazzman. Il a écrit de la musique, ce que j'appelle dans un style classique jazz. Et les élèves, là, jouent un quatuor de Raymond Guyot, qui est très connu en France et qui les amène à un petit peu à aborder un style différent et très dansant, mais oui, un peu jazz. Je trouve particulièrement intéressant et important que vous connaissez personnellement plusieurs des compositeurs figurant au programme. Il faut également citer Béchara El-Khoury, avec qui vous entretenez une relation d'amitié et de collaboration. C'est peut-être le moment de parler de la musique contemporaine. Il y a quelque chose d'unique dans le fait d'interpréter une œuvre tout juste créée et de pouvoir transmettre directement la pensée du compositeur. Vous partagez cette vision non seulement avec les musiciens qui jouent à vos côtés sur scène, mais aussi avec le public. Cette connaissance de première main, cette manière de transmettre les idées du compositeur à travers la musique, me semble véritablement exceptionnelle. Много интересно предаване на информация чрез музика ми се струва нещо изключително специално. Je trouve très intéressant de connaître le contexte extra-musical d'une pièce artistique, d'une pièce musicale bien sûr, mais aussi le contexte, c'est-à-dire pour moi le contexte historique ou le contexte artistique ou même politique d'une époque, le contexte en tout cas, tout ce qui tourne autour de l'œuvre. Et évidemment l'histoire de l'œuvre aussi. C'est pour ça que je pense que quand on a la chance d'avoir des compositeurs qui écrivent pour nous, ou quand on a la chance de connaître des compositeurs, c'est un plus pour l'œuvre, évidemment, pour la façon de jouer l'œuvre, c'est un plus. Oui, donc je suis très heureuse de connaître le compositeur Béchara El-Khoury, qui est un Libanais qui vit à Paris depuis de nombreuses années et qui est très marqué par tous les événements qui se passent au Liban en ce moment, mais également depuis très longtemps là-bas. Et je pense que dans sa musique, ça se ressent et que sa musique qui est parfois très agressive et parfois très douce. Et tout ça, ça nourrit l'interprétation.
Trois des 7 pièces du cycle de Béchara El-Khoury qui seront interprétées à Sofia sont inspirées de 3 grands peintres, Vassili Kandinsky, Gustav Klimt et Paul Klee. Pensez-vous que le lien entre ces œuvres musicales et l'univers de ces peintres soit direct ou plutôt plus libre et suggestif? Selon vous, dans quelle mesure leurs œuvres permettent-elles de mieux comprendre la musique de Béchara El-Khoury? Тези художници правят разбирането за музиката на Бешара Ел-Khoury по-ясно. Alors, parfois, les compositeurs donnent des titres à leurs pièces et les pièces reflètent réellement le titre qui est donné. Je pense par exemple à Debussy avec le prélude à l'après-midi d'un faune. On sent clairement dans Debussy que le texte de Stéphane Mallarmé a vraiment nourri la composition du prélude de Debussy. Et on le sent clairement puisqu'il y a la forme prise pour ce prélude colle parfaitement au texte et on peut vraiment, grâce à cette musique, comprendre le texte encore mieux. Enfin, tout est complémentaire et tout se nourrit l'un à l'autre. Et puis, dans certaines œuvres, le titre est juste un prétexte. Je parlais une fois à Kaya Sarriao de sa pièce pour flûte qui s'appelle L'aconisme de l'aile. Et c'est un texte de Saint John Perse. Et Kaya m'a répondu c'est juste parce que j'aime beaucoup ce texte et j'ai juste composé une musique, mais ça n'a pas trop de rapport. Et j'ai travaillé aussi beaucoup sur tous les textes, les titres mythologiques de pièces pour flûte qui ont des titres mythologiques. Je pense à Syrinx de Debussy ou à Cassandra's Dream Song de Brian Ferneo, par exemple. Et donc, j'essayais toujours de voir s'il y avait une relation entre la musique composée et le titre de l'œuvre. Parfois, c'est très intéressant. Dans le chant de Linos, par exemple, de Jean Livet, Linos est un flûtiste qui a voulu rivaliser avec Apollon sur le thème de la beauté. Et Apollon était jaloux et donc il a vraiment torturé Linos, le flûtiste. Et dans la musique, on sent ça. On sent quelque chose qui est parfois très très beau, très chanté, et parfois très très agressif et grande souffrance dans cette musique. Voilà. Et donc là, ça colle aussi parfaitement. Et dans le cas de la pièce de Béchara El-Khoury, je lui ai demandé ce qui l'avait inspiré, et il m'a dit évidemment, j'adore Klimt, j'adore Paul Klee, j'adore Vassili Kandinsky, bien sûr. Mais il m'a dit, c'est à peu près tout. Mais ce que je trouve assez amusant finalement, c'est qu'en jouant, on peut quand même s'imaginer les tableaux et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien aussi. Il me semble que dans la musique contemporaine, ces liens sont souvent beaucoup plus libres que dans la musique ancienne, où l'on doit tenir compte des traditions, des règles et des pratiques d'interprétation. À propos, j'apprécie énormément la musique de Kaya Sarriao, une compositrice que nous avons malheureusement perdue il y a quelques années. L'année prochaine marquera un anniversaire important qui lui sera consacré et ce serait merveilleux de vous entendre interpréter sa musique. Voilà une belle idée de projet que nous pourrions organiser ensemble. Ce serait vraiment magnifique. Avez-vous des préférences en matière de musique contemporaine pour le répertoire de la flûte? Et si oui, quelle place cette musique occupe-t-elle aujourd'hui dans votre vie musicale? Alors oui, bien sûr, je suis très intéressée par la musique contemporaine et notamment pour cette raison
que c'est très important de connaître la musique de son temps et puis aussi d'avoir des contacts avec les gens qui écrivent la musique. Je pense que si on avait eu la chance de vivre à la même époque que Mozart, on aurait été vraiment heureux de discuter avec lui de sa musique et de l'interprétation, bien sûr. Voilà. Donc, il y a un mois, j'ai joué à la Philharmonie de Paris avec mon orchestre. On a joué une pièce de Oskar Strasnoy, un double concerto pour violoncelle et piano. Et c'était vraiment très intéressant puisqu'il était là et qu'on pouvait directement échanger avec lui. Et notamment, j'ai pu lui parler de la partie de flûte que parfois je trouvais vraiment inutilement difficile dans le suraigu. Et du coup, il m'a dit on peut le faire au piccolo ou je peux jouer une octave en dessous. Enfin, c'est vraiment intéressant parce qu'avec le compositeur, on peut vraiment parler des limites de l'instrument et parfois juste lui dire ça c'est possible, ça ne l'est pas. Donc ça, rien que pour ça, c'est vraiment très intéressant de discuter avec les compositeurs. Et donc, je joue régulièrement la musique nouvelle, bien sûr, avec plus ou moins de goût et de choses qui me plaisent, bien sûr, et aussi techniquement des choses qui me conviennent. Et j'aime beaucoup la musique japonaise, et notamment un grand compositeur de musique japonaise pour flûte qui était Taira, Yoshihisa Taira. Et ça permet également de travailler tous les modes de jeu à la flûte. Les modes de jeu, j'entends évidemment l'utilisation de la langue, le Flatterzunge, l'utilisation de la voix, le chant. Dans Guillaume Connaisson, il y a un moment, je fais ce qu'on appelle des doubles sons, c'est-à-dire une note jouée et je chante en même temps la tierce, par exemple. Voilà, ça c'est plein de choses qu'on peut faire. Également, on parle aussi beaucoup de théâtre musical. Justement, avec la flûte, on peut aussi, comme beaucoup avec Stockhausen, on peut aussi jouer une pièce et se mouvoir en même temps. Et c'est écrit, c'est dans la composition. Voilà, Ligeti a beaucoup utilisé ça et ensuite Georges Apergis également. Voilà. Il y a beaucoup de pièces composées tous les jours pour flûte. Moi, j'ai des affinités avec Jan Marèche, les pièces de Jan Marèche. Et puis, évidemment, on parlait de Connaisson, Kaya Sarayao, bien sûr. Et tout ça a traversé tout le XXe siècle. Et le XXIe siècle va certainement ouvrir d'autres façons de composer. Et je dirais que la flûte contemporaine, en tout cas, a vraiment débuté au début du XXe siècle avec une pièce très emblématique qui est Syrinx de Claude Debussy, avec une autre manière de composer pour l'instrument, une autre manière de composer tout court, puisque avec son prélude l'après-midi d'un faune, Debussy en 1894 a vraiment changé la manière de composer pour orchestre, et on peut débuter réellement le début de la musique contemporaine à Debussy, oui bien sûr. Votre carrière et votre parcours sont véritablement impressionnants. Comment parvenez-vous à trouver un équilibre entre votre travail, votre vie de famille et les activités que vous pratiquez simplement par plaisir? C'est une très bonne question parce que j'ai une mauvaise balance, en tout cas au niveau familial, vu que je passe vraiment énormément de temps à travailler mon instrument. Parce que je dirais vraiment que la flûte, enfin la musique est pour moi vraiment une raison de vivre, une philosophie, et que je me compare souvent à une sœur qui est entrée en religion et qui est au couvent. C'est-à-dire que je suis vraiment tellement passionnée que je laisse peu de place à autre chose, et j'ai la chance d'avoir un compagnon qui me suit énormément dans ce que je fais et qui vient au concert et qui comprend que je n'ai pas envie de partir en week-end quand j'ai vraiment quelque chose de très important en répétition le lundi, par exemple, et que je vais travailler vraiment beaucoup pendant les 2 jours. J'ai la chance d'avoir une famille qui comprend ça. Mon fils a toujours, bien sûr, accepté et a toujours suivi aussi tout ce que je fais. Maintenant, il est grand, donc le problème ne se pose plus. Mais c'est vrai que je suis un peu monomaniaque, en tout cas avec ma flûte et avec le travail et le plaisir que ça me fournit. Je pense que la musique, c'est une drogue. J'aime beaucoup le chocolat, mais je mets le chocolat et la musique sur le même plan, vraiment. Et les seuls moments que je m'accorde de divertissement et
de temps que je prends, en tout cas, c'est pour mon autre passion, qui est l'aéronautique. Et je pilote les avions, les petits avions de 4 places. Et j'allais dire, c'est un plaisir immense aussi pour moi de m'élever et puis d'avoir avec le casque, d'avoir une sorte de silence et de plénitude en l'air et de voir ce magnifique paysage. Alors évidemment, je pilote une machine et c'est pas ce que j'aime le plus. Maîtriser la machine, c'est comme maîtriser la flûte. J'allais dire, ok, technique, il faut que ça marche, bien sûr. Mais pour moi, c'est le bonheur que ça m'apporte de voir d'en haut les choses, peut-être de prendre un peu de hauteur parfois par rapport à la vie aussi. Et quelque part, ça a aussi complété mon jeu de musicienne, ce pilotage, parce que je pense sincèrement que j'ai pris beaucoup d'assurance à piloter, parce qu'il faut être courageux et parce que j'ai eu un enseignement d'homme, la plupart du temps, qui me disait « Allez, pas toi !» Et du coup, je pense sincèrement que ça m'a donné confiance en moi et ça m'a aidé aussi à être à l'aise sur scène. Et ça, c'est vraiment un point commun, en tout cas entre le pilotage et la prestation scénique, c'est de dire « Maintenant, je le fais. Maintenant. » Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse exister un lien entre le pilotage d'un avion et le fait de jouer de la flûte. Et pourtant, vous semblez démontrer qu'il y en a un. Ces deux activités demandent beaucoup de courage. Monter sur scène devant un public et prendre les commandes d'un avion. C'est vraiment impressionnant. Comment cette passion pour l'aviation est-elle née ? Rêviez-vous de devenir pilote lorsque vous étiez enfant ? Et surtout, avec un emploi du temps aussi chargé, comment avez-vous trouvé le temps de vous former, d'obtenir votre licence de pilote et de pratiquer ce loisir si particulier ? Alors, en fait, j'ai commencé le pilotage quand j'avais 29 ans. Et c'était suite à en fait un premier vol que j'ai fait avec un ami violoniste à Paris, qui m'a emmenée en avion quand j'avais une vingtaine d'années. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Et je me suis dit, un jour je piloterai, un jour je veux apprendre, vraiment. Et en fait, j'ai commencé à l'Orchestre de Strasbourg mon travail de flûte solo quand j'avais 25 ans. Et j'étais seule, j'avais le temps, j'avais enfin un peu d'argent. Et je me suis dit, pourquoi ne pas commencer enfin à piloter ? Et je connaissais quelqu'un qui m'a emmenée en avion. Et du coup, j'ai pu pousser la porte de l'aéroclub. J'ai osé, moi, en tant que femme, parce que je me suis dit, mais ils vont rire quand ils vont me voir rentrer. Et donc, grâce à cette personne, j'ai pu pousser la porte de l'aéroclub. Je me suis inscrite et j'ai commencé. Donc, j'ai commencé à 29 ans. Et puis j'ai eu mon brevet à 30 ans. Et donc, oui, maintenant, ça fait 25 ans que je pilote et j'aime vraiment beaucoup ça. C'est vraiment une grande passion et j'essaye de trouver le temps 2 fois par mois pour y aller. Évidemment, pendant la formation, j'y allais beaucoup plus parce que ça demandait beaucoup de travail. Et à l'époque, je n'avais pas mon enfant, donc j'avais quand même plus le temps que maintenant, ça c'est sûr. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Mais je dirais que j'ai cet esprit-là en moi de toujours vouloir faire quelque chose de très actif et de très... J'aime bien prendre des risques dans ma vie, j'aime bien. Et c'est pour ça que j'aime aussi être sur scène avec ce petit pincement ici en me disant allez, maintenant on y va et on va donner tout ce qu'on a et on va essayer de partager avec les autres. Et c'est vrai que quand je suis dans l'avion, j'ai aussi ce petit pincement de me dire, là c'est plutôt un pincement de peur quand même dans l'avion, où je me dis ok, il y a du vent, mais on y va, on va décoller, on y va, et je vais le faire. Et j'allais dire aussi, peut-être ce qui a motivé ça, c'est que je crois que quand j'étais petite, j'étais un petit peu casse-cou et j'adorais aller dans les manèges, faire ce genre de choses, j'aimais beaucoup. Voilà. Donc, et c'est vrai que dès qu'il y a une expérience un petit peu extrême, j'aime bien, je suis toujours partante. Et je pense que quand je suis sur scène, c'est beaucoup moins extrême finalement. Et aussi, quand j'ai ma flûte dans les mains, je suis quelqu'un d'assez calme finalement, avec ma flûte. Et je ne suis pas calme dans la vie, pas du tout.
pas du tout. Quand je suis calme, c'est que vraiment je suis très fatiguée. Mais sinon, je suis très active et l'avion me donne cette activité-là et cette adrénaline-là. Je crois que j'ai besoin de ça tous les jours. Voilà. Споменахте, че Vous avez expliqué que vous n'aviez pas hésité à frapper à la porte et à dire « Je veux apprendre à piloter un avion ». Mais avez-vous déjà ressenti une forme de méfiance ou de scepticisme parce que vous étiez une femme? Ou lorsque vous étiez plus jeune et que vous cherchiez à obtenir un poste important au sein d'un orchestre, pensez-vous que les choses aient changé aujourd'hui? Ou bien estimez-vous que ces difficultés appartiennent surtout au passé et que nous les avons désormais dépassées? Alors, personnellement, je n'ai pas souffert d'être une femme. Je n'ai pas eu de problème pour m'élever dans la société musicale en France et trouver un job. Personnellement, je pars aussi du principe que pour moi, ce qui est important, c'est le talent. Pas le fait qu'on soit un homme ou une femme, ou quelle que soit l'origine qu'on ait, ou la couleur de peau. Pour moi, vraiment être une femme, c'est peut-être juste l'atout de la féminité, mais le reste, pour moi, ce qui compte, c'est vraiment le talent. C'est tout. Mais je reconnais que certaines femmes se plaignent de problèmes partout dans le monde par rapport à l'accès au travail, à l'accès à l'art, à l'accès à beaucoup de choses en fait. Et ça dépend aussi vraiment des pays, je pense. Mais on travaille au fait que les femmes maintenant soient de mieux en mieux intégrées et je suis très sensible quand même à cette question puisque je fais partie d'une association en Alsace qui s'appelle Citoyennes Alsaciennes d'Europe. Et en fait, j'interviens dans les écoles pour justement présenter mon métier et dire aux écoliers de toute origine, religion, couleur de peau, homme, garçon ou fille, pour leur dire que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas faire ce qu'on a envie de faire. En tout cas, nous, on essaye de parler de ça. Et je pense que c'est très, très important d'encourager les femmes à être artistes, mais aussi à être dans les sciences, à être aussi, pourquoi pas, dans l'agriculture. Il y en a d'ailleurs. Enfin, tous les domaines. Je connais des femmes pilotes d'avion, mais pilotes d'avion de ligne. Hein. Je connais des grandes scientifiques. Et évidemment que je défends ça. Oui, parce que l'époque change, est en train de changer. Et on a eu vraiment... Moi, je suis d'une famille où l'homme était vraiment le plus important de la maison et c'était lui qui commandait. Et je pense sincèrement qu'à l'heure actuelle, en tout cas, les femmes sont très fortes. Elles l'ont toujours montré, elles l'ont toujours été. Et les femmes sont capables de tout. Oui, bien sûr, bien sûr. Имахте ли някой, който да ви презентира? Avez-vous eu, lorsque vous étiez enfant, quelqu'un qui vous a fait découvrir la flûte et le métier de flûtiste? Comment avez-vous choisi cet instrument, puis cette profession de musicienne? Était-ce un rêve d'enfance ou une vocation qui s'est imposée plus tard? Je trouve toujours fascinant de comprendre comment un enfant décide d'emprunter ce chemin et de devenir musicien professionnel. C'est un choix qui demande d'innombrables années de travail, sans aucune garantie de réussite. Dans votre cas, j'ai le sentiment que ce choix vous a pleinement épanoui. Vous avez atteint le plus haut niveau de votre carrière et vous êtes aujourd'hui reconnue comme une musicienne exceptionnelle de renommée internationale. На върха на кариерата си като един изключителен музикант от световна класа. Alors, j'ai décidé très tôt d'être musicienne. En fait, j'ai commencé complètement par hasard parce que je viens d'un milieu simple et de la campagne aussi. Et en fait, c'est par hasard que je suis allée prendre des cours de solfège pour commencer, parce que la vraie raison, c'est que ma maman voulait qu'on arrête de regarder la télévision le mercredi. Et donc, c'est vraiment par hasard. Elle a vu qu'il y avait des cours de musique pas loin. Mes sœurs et moi, nous y sommes allés. Et pendant 1 an, j'ai fait du solfège. J'avais 8 ans.
Et j'ai fait du solfège, battre la mesure, chanter. Et c'était vraiment... Le professeur était vraiment très drôle et très gentil. Et c'était une bonne ambiance. Et je me souviens que j'ai beaucoup apprécié, que ça marchait très très bien. J'ai pas l'impression de travailler. Très simple, vraiment. Et au bout d'un an, le professeur a dit il faut faire un instrument maintenant. Et venant d'où je viens, je ne savais même pas quels instruments existaient. Et donc, il m'a dit écoute, je fais de la flûte, est-ce que tu veux faire de la flûte ? Moi, j'ai pensé flûte à bec. Je dis oui, je veux faire de la flûte, bien sûr, comme vous. Et je suis arrivée au premier cours et j'ai vu la flûte traversière et c'était un coup de foudre, vraiment. Tout de suite, j'étais comme ça. Et donc, j'ai commencé et ça a tout de suite très, très bien marché. J'ai compris aussi qu'il fallait travailler à la maison, tout de suite. J'ai compris, tous les soirs, je travaillais ma flûte. Mais ça n'a jamais été un poids pour moi, sauf quand j'arrivais pas à faire un truc technique, voilà. Mais en fait, c'était pas un poids, c'était du bonheur. Et mes parents étaient très étonnés puisque tout de suite, quand on partait en week-end ou en vacances, je prenais ma flûte et mes parents me disaient bah non, tu vas pas prendre ta flûte. Si, je prends ma flûte, bien sûr. Et donc, j'avais 10 ans quand j'ai dit à mes parents que je voulais en faire mon métier. Je dis moi, je veux être dans un orchestre, quoi. Et mes parents, ils ont dit pardon, non, tu vas être docteur ou avocat. Et j'ai dit non, je veux faire ça. Et mon père m'a dit non, a priori non, parce que trop difficile, donc non. Et puis il ne comprenait pas trop pourquoi moi j'aimais écouter à la radio la musique classique et que mes sœurs ou ma famille écoutaient autre chose. Mais moi je voulais vraiment écouter ça, voilà. Donc c'était un peu un conflit avec la famille. Et puis en fait j'ai perdu mon père quand j'avais 12 ans et j'ai dit à maman, je veux aller au conservatoire. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée. J'ai habité chez mon oncle et ma tante à 100 km de chez moi, à la ville, à Nancy. Et j'ai pu rentrer au conservatoire quand j'avais 13 ans. Et j'ai commencé à travailler 3 heures par jour à 13 ans. Alors je suis arrivée avec un petit niveau et après j'ai vraiment monté les étapes très très vite. Et donc à 18 ans j'étais au CNSM de Paris, au Conservatoire supérieur de Paris. Et donc j'ai été très vite, en 5 ans j'ai vraiment travaillé énormément. Mais moi c'est sûr je travaillais 3, 4, 5 heures par jour, 6 heures par jour, déjà très jeune. Voilà, donc forcément, ça marchait très bien. Et je pense maintenant, puisque j'enseigne beaucoup, je pense quand même que j'avais des facilités, beaucoup de facilités, puisque je vois avec certains de mes élèves qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout évidentes pour eux, qui l'ont toujours été pour moi. Donc je me dis oui, ça marchait très très bien. Mais j'avais cette envie vraiment d'être dans un orchestre. Je voulais être dans un orchestre. Et puis rapidement, j'ai enseigné et je me suis rendu compte aussi que l'enseignement, j'adorais le contact et le fait de transmettre et de communiquer. Autrement qu'avec la musique, communiquer aussi, avec la façon d'être aussi. Enfin, je trouve que c'est passionnant. Quand on enseigne, on travaille sur soi. On se connaît mieux quand on enseigne. Et on progresse. Les élèves progressent, mais nous aussi, on progresse. Parce qu'enseigner, c'est aussi prendre une leçon de vie. D'essayer de voir comment les élèves sont, de sentir un petit peu ce qu'ils ont en eux et d'essayer de modeler ou de diriger un petit peu ça, de les laisser aussi prendre leur envol et leur autonomie. C'est très très important. Voilà. Parce que pour moi, un professeur, c'est pas un dictateur. C'est quelqu'un qui montre les pistes et puis qui dit « vas-y, tu peux le faire ». Ça, c'est très important. Voilà. Donc j'ai vraiment voulu faire ça et j'ai passé des concours, pas beaucoup. À chaque fois, ça marchait très bien. Donc, j'ai passé un petit concours d'orchestre en Espagne, pour être dans un orchestre en Espagne. J'ai gagné, mais comme j'étais à Paris et que je n'avais pas passé l'examen, je suis restée à Paris. Et puis ensuite, j'ai passé peut-être 3-4 concours où je suis arrivée en finale. Et puis après, je suis rentrée à l'orchestre de Metz, flûte solo. Puis 1 an après, je suis rentrée à Strasbourg, flûte solo, à l'orchestre philharmonique de Strasbourg. Et il y avait la possibilité donc d'avoir 8 heures au conservatoire de Strasbourg comme professeur. Et maintenant, c'est une académie supérieure, donc je suis professeure à l'Académie supérieure de Strasbourg. Et c'est vrai que je n'ai pas eu ce problème de me sentir rejetée. Au contraire, ça a toujours très bien marché. J'ai eu beaucoup de chance. Mais c'est vrai que j'arrivais au concours, j'étais extrêmement prête. Et les 2 concours, Metz et Strasbourg, je les ai vraiment préparés seule, puisque j'avais 24 ans, j'avais plus de prof. Et donc j'ai préparé ça seule, en m'enregistrant beaucoup. Et j'écoutais ce que je faisais. Et je dis toujours à mes élèves, le meilleur professeur, c'est vous.
Il faut s'écouter, il faut s'enregistrer. Et je pense sincèrement que ça m'a permis d'être très critique avec moi-même et puis de toujours essayer de progresser. Voilà. Et maintenant, je me sens très très bien et je dirais que j'ai toujours eu le sentiment de progresser. Je pense sincèrement qu'il y a 10 ans, je jouais moins bien que maintenant. Maintenant, j'ai 55 ans et franchement, je me sens très très bien sur scène, mais aussi dans ma vie. Parce que aussi, la musique, c'est aussi une façon de travailler sur soi, comme je disais, et aussi d'évacuer ses peurs, d'évacuer ses angoisses, et puis pour moi, la musique, comme je disais, c'est très philosophique aussi, mais c'est presque une thérapie. Et c'est quelque chose qui m'a permis d'aller bien. Voilà. Et maintenant, enfin, je me sens bien. Quels sont les enseignements les plus précieux que vous avez reçus de vos professeurs? Les leçons les plus importantes sur la musique viennent-elles réellement d'eux? Vous donnez l'image d'une personne qui possède une profonde connaissance d'elle-même, qui est pleinement épanouie dans ce qu'elle fait et qui vit en harmonie avec elle-même et avec les autres. Enfin, vous semblez véritablement heureuse lorsque vous jouez de la flûte. C'est un immense plaisir de vous voir sur scène et de vous écouter. J'ai eu d'excellentes rencontres dans ma vie et je dirais que beaucoup de mes professeurs ont été très marquants pour moi. Je pense déjà à mon premier professeur qui s'appelait Fernand Petitjean, qui est quelqu'un évidemment pas connu, mais qui m'a donné l'envie et qui m'a donné vraiment qui m'a donné l'étincelle en tout cas pour jouer de la flûte et puis pour m'intéresser à la musique, un milieu que je ne connaissais absolument pas. Et je connaissais d'ailleurs tellement pas que quand j'ai dit moi je veux être flûtiste dans un orchestre, je me rendais vraiment pas compte du chemin qu'il y avait à parcourir pour arriver dans un orchestre. Et ensuite j'ai été au Conservatoire de Nancy et j'ai eu aussi une femme extraordinaire que vraiment j'aime beaucoup et que je continue à voir actuellement. Elle s'appelle Jocelyne Croissant. Et elle a continué à me faire travailler dans ce sens-là. Elle avait beaucoup d'ambition pour moi et elle croyait en moi. Et elle a continué à me donner l'envie de jouer. Elle m'a vraiment fait écouter des choses. J'allais au concert. Enfin, j'avais 13 ans, mais j'étais déjà passionnée. Et déjà, j'essayais d'écouter beaucoup de disques. On n'avait pas Internet à l'époque, mais j'essayais d'aller au concert avec mes maigres moyens. Enfin, je m'intéressais beaucoup. Puis ensuite, quand je suis arrivée à Paris, j'ai travaillé avec une femme formidable aussi, qui est toujours vivante, Ida Ribera. Et elle était terrible, elle nous donnait beaucoup de travail, mais c'était passionnant. Et puis, j'ai eu le niveau pour entrer au Conservatoire de Paris, donc j'ai gagné le concours d'entrée, et au Conservatoire de Lyon aussi. Et là, j'ai rencontré Pierre-Yves Artaud, qui m'a beaucoup inspirée pour la musique contemporaine, et qui était humainement quelqu'un vraiment de très attentif. Et il avait compris que j'étais quelqu'un qui croyait pas trop en elle et il a été vraiment très patient avec moi et il a vraiment su me donner confiance en moi. Donc je le remercie beaucoup pour ça. Et puis ensuite, la rencontre avec Philippe Bernold a été vraiment extrêmement déterminante aussi. Parce que Philippe, c'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel, un flûtiste incroyable. Et aussi, il a su me parler musique, il a su me donner les clés pour vraiment construire mon jeu. Et je dis toujours, un élève qui a beaucoup de personnalité, il arrive à prendre un petit peu partout les clés, il arrive à trouver à prendre partout ce qu'il veut, et certaines choses qu'il ne va pas utiliser, mais en tout cas ça le nourrit, et il faut se nourrir de tous ces enseignements différents. C'est très intéressant d'avoir pu, en tout cas moi j'ai pu travailler avec beaucoup de gens différents, et j'ai pris par tout ce qui me convenait, tout ce qui a pu me nourrir, musicalement, techniquement et humainement. Et puis ensuite, après Philippe Bernold, je suis allée aux États-Unis et j'ai travaillé à Oberlin avec Michel Debost, un Français, mais qui était parti aux États-Unis. Michel est toujours vivant, il a 92 ans maintenant, je le vois de temps en temps aussi. Et c'est mon grand maître, comme je dis. Et Michel m'a énormément appris. Également, il m'a appris sur moi-même aussi, parce qu'il me soutenait beaucoup, il m'encourageait beaucoup, il a cru en moi aussi.
Et voilà, ça a été vraiment les gens qui ont été déterminants pour moi. J'oublie Patrick Gallois, qui était un professeur extraordinaire aussi, avec lequel j'ai travaillé, et qui, pareil, humainement, était quelqu'un d'exceptionnel et qui m'a énormément apporté, dans tous les styles de musique aussi. Voilà, c'est vraiment... Sûrement que j'oublie aussi d'autres gens flûtistes, mais je n'oublie pas, en tout cas dans ma tête également, toutes les rencontres déterminantes autres. Je pense à Raymond Guyot, je pense aux compositeurs dont j'ai parlé tout à l'heure, mais je pense aussi à des peintres, je pense à des écrivains que j'ai eu la chance de rencontrer aussi. Et je trouve que dans la vie, tout ne fait qu'un et qu'on ne peut pas, même si je dis que je suis monomaniaque de musique, je m'intéresse aussi beaucoup à la peinture, je m'intéresse beaucoup à l'art en général, je lis énormément, j'adore la littérature. Évidemment, la littérature française de tout temps, j'adore, évidemment, mais pas que. Enfin, je pense qu'on n'a pas assez d'une vie pour s'intéresser à tout ce qui existe de bien dans ce monde, bien sûr. Voilà. En tout cas, j'ai été nourrie de toutes les façons possibles. D'ailleurs, en parlant de nourriture, j'adore manger et j'adore les très très bonnes choses également. D'ailleurs, pour moi, jouer de la musique, c'est comme manger un bon plat. Вие ме изпреварихте, щях да ви попитам именно. Vous m'avez devancé. Pour nous, musiciens classiques, la musique occupe une place essentielle dans notre vie. Mais quel lien entretient-elle avec ceux qui ne sont pas musiciens, avec la société dans son ensemble? J'ai le sentiment que la musique est une véritable clé qui nous permet de ressentir le monde autrement. Grâce à elle, nous développons la même passion pour la gastronomie, les autres formes d'art, les rencontres humaines et plus largement pour la vie elle-même. Pensez-vous que la musique nous aide à être plus libres dans notre manière de communiquer, à mieux comprendre les autres, mais aussi à mieux nous comprendre nous-mêmes? И да разбираме не само другите хора, но и себе си. Dans tous les domaines, ce qui est très très important, c'est l'excellence. Et je crois que la musique est un domaine d'excellence, mais l'art en général, mais également, comme je disais, les sciences, le fait d'être médecin. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est l'excellence à tous les niveaux et dans tous les domaines. Et je pense que pour amener les enfants à la musique classique, il faut que le professeur soit excellent. Déjà, j'ai moi accroché tout de suite parce que le professeur était extrêmement, proche de nous, dans sa gentillesse et puis dans son attention pour nous. Et je crois qu'un enfant, on peut l'amener dans l'excellence, dans le football, dans plein de domaines, en tout cas, sportifs aussi, parce que c'est comparable, la musique et le sport pour moi. On peut amener un enfant à vraiment s'intéresser à un domaine si on est bienveillant envers lui, si on lui donne confiance en lui, et puis si tout simplement on lui montre que c'est très beau ce qu'on fait, c'est très très beau. Et j'ai eu des petits élèves, j'ai démarré des petits élèves en flûte, mais tout de suite je leur ai fait écouter des choses, tout de suite je leur ai amené des documents, tout de suite je leur ai dit, voilà, on va écouter tel disque, on va voir telle vidéo, venez, on va faire le concert, vous allez jouer, mais vous allez m'entendre aussi, et on va faire des duos, et on va faire des trios, et rapidement instaurer la musique d'ensemble aussi. Je pense que c'est indispensable pour que les gamins, ils aient envie tout de suite de partager avec les autres. Voilà, et ça n'empêche pas en parallèle de travailler la technique, c'est-à-dire la sonorité, la technique de doigts, la technique de son, et évidemment différents styles musicaux. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont intéressés pour faire de la musique, pour jouer d'un instrument, c'est d'abord la première chose, et qui peuvent s'intéresser à la musique classique si les professeurs sont vraiment très très bien au début. Voilà. Après, il y a une éducation à faire aussi auprès des parents, si je peux m'exprimer comme ça, c'est-à-dire que c'est à nous, musiciens professionnels, d'être capables d'attirer des gens qui ne connaissent pas la musique dans nos concerts classiques et de leur montrer que le classique, c'est la joie, c'est pas que la tristesse, il y a aussi de la tristesse, c'est quelque chose qui est très profond, mais il y a beaucoup de joie aussi dans le classique, et il y a aussi beaucoup de partage, et ça peut nous toucher au plus profond du cœur. Voilà. Et j'ai aussi eu dans mes cours, quand j'enseignais aux petits, quand j'étais jeune, j'ai aussi eu dans mes cours quelques enfants, pas beaucoup, qui étaient absolument pas réceptifs à la musique classique. Et de moi-même, j'ai
vraiment dit aux parents, vous savez, je pense que votre fils, il faudrait qu'il fasse du football. Il a envie de quelque chose de physique. Pour le moment, ça ne lui parle pas, le classique. Et les parents me disaient, ah bon, vous croyez ? Oui, je pense sincèrement. Parce que franchement, votre enfant, ça ne le touche pas, ça ne lui fait pas plaisir. Voilà. Et on n'est pas tous faits pour faire de la musique classique, on n'est pas tous faits pour écouter cette musique-là. Moi, personnellement, je n'aime pas le hard rock, mais je peux comprendre que certaines personnes aiment le hard rock, parce qu'il y a du très bon hard rock. Je n'aime pas le rap, mais il y a des gens qui font du rap merveilleusement bien, et je peux comprendre que ça plaise. Donc, moi, par exemple, j'aurais aimé être danseuse étoile. Je ne suis absolument pas faite pour être danseuse étoile. Donc, pourquoi il n'y aura pas des enfants qui ne sont pas faits pour faire du classique ? Bien sûr qu'il y a des enfants, ils ne sont pas faits pour faire du classique. Ils sont faits pour faire autre chose. Mais il faut trouver, je pense, ce qui nous convient. De même qu'un enfant qui, tout à coup, va adorer cuisiner et qui va dire « moi, je veux être boulanger ». Ben oui, mais c'est génial. En fait, ce que j'essaye de transmettre quand j'interviens dans les écoles pour dire qu'une femme, ou que, quelle que soit l'origine, on peut faire tous les métiers du monde, j'essaye de leur transmettre une passion pour quelque chose. Je leur dis, trouvez-vous un centre d'intérêt, trouvez-vous une passion, trouvez-vous quelque chose qui vraiment vous donne envie de vivre, quelque chose qui vous donne envie de rester sur Terre. Et je leur dis, si vous, un jour, vous faites un métier qui ne vous plaît pas, parce que il faut bien vivre, je dis, trouvez-vous une passion à côté de votre travail pour être heureux d'être là et avoir envie de vous lever tous les matins. Parce qu'on n'a pas tous la chance, effectivement, d'avoir un métier passionnant, bien sûr. Bien sûr, et je le comprends complètement. Mais dans ce cas-là, moi je pense sincèrement que si je devais être femme de ménage, d'abord je le ferais correctement, mais par contre, en dehors de mon travail, vraiment je m'éclaterais dans quelque chose, quoi. Voilà. Il faut essayer. La vie est trop courte et trop difficile pour qu'on puisse se contenter de peu. Voilà. Et je pense aussi sincèrement, parce qu'on m'a souvent dit ça, on m'a dit, moi j'ai pas fait de musique, je n'avais pas d'argent. Alors je dis non, parce que je n'ai jamais eu d'argent, en tout cas certainement pas quand j'étais enfant et certainement pas quand j'étais étudiante, et j'ai toujours trouvé les moyens de faire ça. Voilà, j'ai attendu avant de m'acheter l'instrument de mes rêves, j'ai gardé des enfants, j'ai travaillé, j'ai fait d'autres métiers, d'autres choses, pour pouvoir arriver là où je voulais arriver. Alors oui, on va me dire, oui, il faut beaucoup de caractère, oui. Il faut beaucoup de personnalité, beaucoup de caractère, beaucoup de courage, mais en même temps, ça vaut la peine. Je crois que c'est précisément cette sincérité absolue et cette passion extraordinaire avec lesquelles vous abordez non seulement la musique, mais aussi la vie et les relations humaines, qui font de vous la pédagogue exceptionnelle que vous êtes. C'est aussi l'occasion de remercier Nikolai Stoïkov, remarquable flûtiste et claveciniste bulgare, qui a été votre élève à Strasbourg. C'est grâce à lui que nous avons le privilège de vous accueillir à Sofia et de découvrir votre art. Ce n'est un secret pour personne, nous avons déjà de nombreux projets pour l'avenir. Nous espérons vous revoir régulièrement à Sofia afin que vous puissiez continuer à transmettre votre passion pour la musique ainsi que l'immense richesse de votre expérience aux jeunes musiciens bulgares. Je suis profondément convaincue que quelques heures ou même une seule journée passée à vos côtés suffisent à transformer leur regard sur la musique et plus largement sur tout ce qu'ils entreprennent. Car, au-delà de votre talent de musicienne, c'est votre humanité, votre culture et votre manière d'être qui inspirent ceux qui vous rencontrent. Je suis certaine que cette rencontre les marquera durablement, qu'ils deviennent un jour de flûtistes de renommée internationale ou qu'ils choisissent une toute autre voie, celle qui correspondra véritablement à leur passion. Нещо друго, което е тяхната истинска страст. Merci, merci beaucoup. Je trouve ce séjour vraiment absolument formidable et je suis effectivement très contente de ce partenariat entre nous et bien sûr j'espère continuer cette aventure avec vous et je vous souhaite beaucoup de chance et beaucoup de beaux projets. Je pense que c'est très très important effectivement pour les étudiants d'avoir une autre peut-être façon de voir les choses, même si évidemment le renseignement ici est excellent également. C'est toujours bon d'avoir peut-être quelqu'un qui a une autre façon de voir les choses, une autre façon de travailler et qui peut leur apporter peut-être une autre
une autre façon une autre perception de la vie aussi, et de peut-être les diriger sur l'avenir ou leur donner effectivement une autre voie à suivre ou d'autres idées. C'était le podcast de Sophia Art Institute en compagnie de Sandrine François, professeure au Conservatoire de Strasbourg et flûte solo de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Nous avons évoqué son parcours exceptionnel de musicienne, mais aussi la manière dont elle a su trouver un équilibre entre sa vie artistique, sa vie personnelle et son développement humain.